Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouveau podcast, Ma vie de sophrologue de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Sophie Lemillour. Bonjour, je suis ravie d'être là. Bonjour Sophie. Alors, je vais te demander dans un premier temps, Sophie, de te présenter, dire qui tu es, ce que tu proposes en termes de sophrologie, éventuellement d'accompagnement, et plus spécifiquement peut-être, parce que moi, c'est à partir de cette thématique-là que je t'ai connue, la bulle des émotions. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Sophie Lemillour, je suis sophrologue donc depuis 2014. Donc ça fait 11 ans et je me suis installée en 2015. Je suis installée sur Marseille et j'accompagne principalement les enfants. En tout cas, c'est ma spécialité. J'ai aussi d'autres clientèles, évidemment, mais je suis affichée comme étant spécialiste de l'accompagnement des enfants. Et la bulle des émotions a été créée en 2015 suite à un constat simple. Je pense que c'est venu d'une frustration. C'est que quand j'ai voulu travailler avec les enfants en collectif notamment, je me suis retrouvée face à un groupe d'enfants et ce qu'on m'avait appris à l'école ne fonctionnait absolument pas avec les enfants. Je leur demandais de fermer les yeux, bah, bizarrement ils ne le faisaient pas. Je leur demandais de respirer, bah, bizarrement ils ne le faisaient pas non plus et ils avaient beaucoup envie de bouger. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ok, il faut que je trouve quelque chose de ludique, il faut que je trouve un atelier qui corresponde à leurs besoins, à leurs envies et pas l'inverse. Et c'est donc en 2015 que j'ai créé la bulle des émotions, que j'ai testé pendant 2 ans et je forme maintenant, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, les sophrologues à cette méthode-là depuis 2017. Est-ce que tu as d'autres activités que la formation et est-ce que tu continues, toi, à accueillir des personnes en cabinet, à proposer des ateliers pour les enfants ou Oui. est-ce que tu as changé aussi de public, c'est-à-dire est-ce que tu t'es tourné aussi vers un public plus adulte en termes de sophrologie? Alors, c'est vrai que mon métier aujourd'hui, mon quotidien est complètement différent que quand je me suis installée. Quand je me suis installée, j'étais full cabinet, sophrologie 100%. Très rapidement, je m'ennuie très vite. Moi, j'ai un tempérament où je m'ennuie très vite et je suis multipassionnée, donc j'aime aller explorer d'autres horizons. Je me suis rapidement tournée vers l'hypnose aussi, donc je suis praticienne en hypnose. Je suis prof de yoga pour enfants également. Je suis animatrice d'ateliers philosophiques SEV, Savoir-être et vivre ensemble de Frédéric Lenoir. Et donc, voilà, j'ai animé les ateliers. Je suis autrice aussi de méditation. Je suis notamment l'autrice de la boîte à histoire Mon Petit Morphée. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est plus... donc, je suis 2 matinées par semaine en cabinet. Je reçois principalement des enfants, mais j'ai aussi beaucoup d'adultes. Donc, le mercredi matin, en général, c'est les enfants. Le jeudi matin, c'est plutôt les adultes. Et à côté de ça, mon quotidien, c'est plutôt aujourd'hui la formation, la création de contenu, répondre à des demandes comme le podcast qu'on fait aujourd'hui. Voilà, je suis beaucoup aussi dans la communication. Mais je pratique aussi beaucoup l'hypnose et les ateliers. Je fais des ateliers une fois par mois, donc le dimanche matin, des ateliers duo par enfant de la bulle des émotions. Une grosse activité alors, et une activité très diversifiée. C'est plutôt intéressant et c'est souvent avec Emmanuel ce qu'on incite les sophrologues à faire et à mettre en place dans leur activité de sophrologie, justement, c'est de pouvoir diversifier au maximum, sortir du cabinet, de pouvoir proposer d'autres choses que la consultation en cabinet, parce que ça amène toujours plein de choses intéressantes. Est-ce que tu as envie de nous parler de la bulle des émotions ou d'autres choses un peu plus en particulier? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, vous avez raison effectivement de conseiller ça parce que moi, le constat que j'ai fait, il a été assez rapide, c'est que il y a un calcul tout simple, hein, c'est qu'on prend le nombre de consultations qu'on peut faire par semaine, on le multiplie par le prix de la séance et on voit le chiffre d'affaires et on arrive à ce qu'on appelle le plafond de verre et de se dire, OK, est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça me satisfait ou pas? Là, il n'y a pas de jugement de valeur, évidemment. Il y a des personnes pour qui ça peut être complètement suffisant. Pour moi, ça ne l'était pas. Donc, il a fallu que je diversifie aussi. Et c'est en ça que je me suis tournée vers d'autres pratiques pour déjà libérer un peu de place dans mon agenda parce que vu que j'avais que des accompagnements en sophro, je commençais à avoir des listes d'attente trop longues et c'était difficile d'accompagner les gens sur plusieurs séances. C'est pour ça que je me suis formée à l'hypnose pour que ça soit plus rapide aussi dans le traitement des problématiques. Et puis très rapidement, j'ai digitalisé aussi une partie de mon activité pour pouvoir libérer un petit peu de place au cabinet. Par rapport à la bulle des émotions, écoute, l'histoire s'est passée en 2017, après 2 ans de tests sur Marseille, des ateliers. J'ai une sophrologue avec qui j'avais fait ma formation initiale qui me suivait
suivait sur Facebook à l'époque, où je mettais des photos de mes ateliers et qui m'avait dit, oh, ça a l'air trop bien tes ateliers, les enfants ont l'air de s'amuser. Est-ce que tu aurais une formation là-dessus? Est-ce que tu serais OK pour me former? Et donc, je me suis dit à ce moment-là, bah oui, en fait, ça marche sur Marseille, ça pourrait marcher à Strasbourg, au Havre, à Paris, partout. Pourquoi pas? Et donc, j'ai travaillé à ce moment-là sur comment former à cette méthode-là. Donc, j'ai vraiment travaillé sur cette formation avec une partie sur la méthode, donc de l'accompagnement des enfants de leur arrivée à l'atelier jusqu'au départ. Ce sont des ateliers qui sont ritualisés justement pour permettre aux enfants de garder concentration, rythme et bonne humeur pendant tout l'atelier. Et la deuxième partie de la formation, c'est vraiment sur la partie communication marketing, comment parler au mieux de ces ateliers, comment remplir ces ateliers, comment fidéliser et comment, grâce à cette marque, la bulle des émotions, pouvoir prendre un positionnement unique sur un marché, c'est-à-dire de pouvoir se positionner en tant que l'experte ou l'expert des enfants avec la bulle des émotions. Donc une fois que j'ai construit cette formation, je me rappelle, c'était un soir sur le groupe, un des groupes de sophrologie qu'on connaît, hein, je sais plus sur lequel c'était. J'ai mis un post, d'ailleurs je pense qu'on pourrait le retrouver dans l'historique, où j'ai mis, j'ai monté une formation qui s'appelle La bulle des émotions sous la forme d'un contrat licence de marque. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un? Si c'est le cas, bah, envoyez-moi un mail. J'ai posté le message et 2 heures après, j'avais 50 mails dans ma boîte de réception. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a un truc, c'est qu'il y a un vrai besoin et c'est le début de quelque chose. Et effectivement, 10 ans plus tard, parce que ça fait 10 ans maintenant que la bulle existe, c'est plus de 260 sophrologues qui sont actifs là dans le réseau et j'en ai formé plus de 400 au total. Donc c'est une vraie belle aventure. Et effectivement, je te rejoins sur l'idée de proposer des choses un petit peu différentes ou en tout cas adaptées, parce que la thématique du podcast, c'est aussi de la théorie à la pratique. Et Mm. moi, lorsque j'ai fait ma formation sophro enfance en spécialisation, effectivement, et que je suis retrouvée, parce que moi aussi, les enfants sont un de mes publics préférés. Mm. Euh, je me suis retrouvée avec quelque chose qu'il fallait que je réadapte parce que oui, les enfants bougent, non, les enfants ne ferment pas les yeux, non, les enfants ne sont pas aussi sages qu'on veut bien nous faire croire en formation. Et du coup, donc ça me fait rebondir. Toi, en dehors de ce que tu as évoqué tout à l'heure, euh, entre la théorie et la mise en pratique de la sophrologie, alors adapté aux enfants ou pas, hein, ça peut être beaucoup plus large. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué et est-ce que ça a été compliqué pour toi? Alors, ça n'a pas été vraiment compliqué parce que je pense que très rapidement, je me suis autorisée à faire à ma façon. C'est-à-dire que l'objet, c'était pas de dénaturer ce qu'est la sophrologie. J'ai beaucoup de respect pour cette pratique et donc l'idée, c'était pas de la transformer et de faire d'une méthode qui n'en est pas de la sophrologie. En revanche, je me suis toujours autorisée à m'écouter, à me faire confiance sur mon intuition et comment je vivais les choses, notamment avec les enfants. Je me suis reconnectée très rapidement à mon enfant intérieur. À ce moment-là, j'avais la chance d'être maman aussi. Moi, quand je me suis installée, j'étais enceinte, je le savais pas encore. Donc, je me suis installée en septembre 2015, j'ai accouché en avril 2016. Et donc, j'ai construit cette aventure en même temps que finalement, je construisais ma parentalité. Donc, c'était hyper intéressant de faire ce rapprochement entre ce que je vivais à la maison et comment je pouvais le mettre en pratique. Donc, je testais des choses avec les enfants. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit groupe d'enfants au départ dans mes ateliers. J'en avais deux et demi. Je crois que j'en avais un. Il avait des parents divorcés, donc j'avais une semaine sur deux. Et ce qui était rigolo, c'est que bon, déjà, ils venaient. Clairement, ils n'avaient pas envie d'être là. Ils m'aimaient bien, ils m'appréciaient, mais ils n'avaient pas envie de faire la sophro. Et un jour, je me suis assise et je leur ai dit, écoutez, je vois bien que vous n'avez pas envie d'être là et je comprends parce que ça a l'air ennuyeux pour vous. Et en plus, j'ai l'impression qu'on vous a pas trop laissé le choix parce que c'était le cas, hein. Ils ont du mal à gérer leurs émotions il faut qu'ils viennent. Bon, ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Et du coup, je leur ai dit, je sais que vous n'avez pas envie d'être là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour passer un bon moment? Est-ce que vous seriez OK pour être mes petits cobayes? On va tester des choses. Et là, ils m'ont dit, OK. Je dis, donc le but, c'est qu'on s'amuse. À chaque fois, vous me dites si ça vous plaît, si vous prenez du plaisir et si ça vous fait du bien. Et ça a été le deal comme ça. Et pendant plusieurs mois, on a travaillé comme ça et le bouche à oreille a commencé à se mettre en place. Et l'année d'après, donc en septembre, quand j'ai rouvert les ateliers, les ateliers étaient pleins, j'avais des listes d'attente. La pratique, si tu veux, je l'ai mise en place assez facilement parce que très rapidement, je me suis autorisée à faire à ma manière et de sortir un petit peu de ce qu'on m'avait appris, tout en gardant les principes même de la sophrologie, mais en me disant, forte est de constater que ça ne fonctionne pas. Donc, je n'ai que deux possibilités, soit j'arrête, soit j'essaie quelque chose. Voilà, c'est la deuxième possibilité que j'ai testée. Oui, c'est toute la question de l'adaptabilité, c'est-à-dire que Mm. la technique en elle-même, elle est super.
Et parfois, ça ne fonctionne pas tel quel. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre une technique et l'adapter stricto sensu à un public. Et c'est important, et notamment avec les enfants. Alors, les adultes sont beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire. J'étais encore dans une école la semaine dernière et une des intervenantes me disait, ah, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez quoi? Et je lui expliquais, elle me dit, mais vous proposez la sophrologie comme pour les adultes? Parce que j'imagine qu'elle avait dû le Mhm. faire elle aussi. Je dis, ah non, non, ça n'a absolument rien à voir. C'est absolument pas possible d'appliquer la sophrologie qu'on propose aux adultes aux enfants. Parce que les enfants sont encore dans le monde ludique ou encore envie et besoin et sont pas capables de rester assis pendant une demi-heure sans bouger et les yeux fermés, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin moi je sais que dans ma pratique en cabinet, le ludique m'a beaucoup apporté pour les adultes aussi, parce que forte est de constater qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont du mal à visualiser. On a des personnes, bah, on balaye toujours le VACOG hein, dans nos visualisations, etc. Et il y a des personnes pour qui c'est difficile quand on leur dit, bah, imaginez, je sais pas, porter le poids de vos soucis. Pour certains adultes, c'est aussi très compliqué. Et en fait, j'ai testé aussi avec eux des outils que j'utilise avec les enfants et ça marche super bien. Moi, j'ai des adultes que j'ai suivis en me disant, j'ai déjà fait de la sophro, ça m'avait absolument pas parlé, mais là, ça me parle beaucoup. J'ai l'impression de retourner en enfance. Donc, je pense qu'il faut aussi s'autoriser à tester les choses et faire avec ce qu'on a envie de faire, parce que au-delà de ce qu'on transmet, c'est aussi nous, comment on peut durer aussi dans le temps. Et je pense que c'est important de prendre du plaisir dans notre pratique aussi, de s'y retrouver, s'y reconnaître. Ouais. Pour continuer, euh, quel a été du coup pour toi, alors tu l'as un petit peu expliqué, la mise en pratique, mais est-ce que ça a été vraiment un challenge pour toi d'adapter la sophrologie ou c'est venu comme ça assez facilement avec ces deux enfants et demi? Alors, c'est venu assez facilement. Après, ce qui a été plus difficile, ça a été de choisir et de trancher quelque part. Parce que il est évident que là, après 10 ans de pratique de la bulle des émotions, les rituels et la méthode d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle du départ. Même si le cadre est toujours plus ou moins là, il y a des choses qui se sont rajoutées, il y a des choses qui se sont transformées. De par moi aussi, l'évolution de ma pratique, hein, il y a des choses qui ont été modifiées. Je dirais que le plus dur, c'était ça, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup d'idées parce que je testais tellement de choses que j'avais beaucoup de retours et je me suis dit, il faut que cette séance soit structurée. Il faut qu'elle soit transmissible aussi. Il faut que j'arrive à la transmettre de façon la plus claire. J'avais envie de transmettre, en tout cas d'animer une formation au sophrologue que j'aurais souhaité avoir. Le nombre de fois où je suis sortie de formation, je me suis dit, oh là là, je sais plus par où commencer, j'en ai trop, comment je resynthétise tout ça, où je tire la ficelle, tu vois, pour essayer de tout comprendre. Là, je me suis dit, je veux une formation pratico-pratique, je veux clairement qu'on comprenne, voilà, les enfants, ils arrivent, qu'est-ce que je mets en place, comment on s'installe, c'est quoi le rituel d'ouverture, pourquoi on fait ça, etc. Et donc, ça a été ça la principale problématique, ça a été de choisir les rituels. J'ai fait un premier choix, et c'est là où l'itération, c'est hyper important, hein, c'est le fait de revoir et d'améliorer au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai eu une première méthode qu'on a testée avec les premiers sophrologues qui m'ont rejoint, donc assez rapidement dans la bulle. Et puis après, on a vu aussi comment on pouvait agrémenter et rajouter d'autres rituels. Et il y en a qui ont été transformés, il y en a qui ont été retirés, il y en a d'autres qui ont été améliorés. Il y en a d'autres qui sont restés tels quels. Et en tout cas, dans ce cadre de la méthode, il y a aussi cette liberté, c'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel on est libre et il y a des rituels optionnels aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire. Ça, c'est des choses que j'entends parfois sur la méthode de l'abus des émotions. C'est absolument pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un cadre parce que c'est testé, c'est une méthode approuvée, éprouvée, validée. Par contre, dans le cadre, on est absolument libre. On a d'ailleurs une bibliothèque d'outils. On appelle ça notre caverne d'Ali Baba, tellement il y a d'outils de pratique ludique. Et on est libre d'y mettre ce qu'on veut. Et si un jour il y a un rituel qu'on n'a pas envie de faire ou on sent simplement que, tu vois, principe d'adaptabilité, que c'est pas possible avec le groupe d'enfants qu'on a en face de soi, eh ben c'est complètement OK de le faire sauter ou de faire autre chose à la place. Donc voilà, je me suis un peu étalée dans les réponses, mais pour répondre à ta question du départ, ça a été le choix le plus difficile, c'est de choisir la méthode. Oui, et puis parce que la méthode, elle évolue aussi, comme tu le dis, et les besoins, les enfants évoluent et les besoins des enfants Ouais. évoluent également. Les enfants d'aujourd'hui, que moi j'ai dans mes groupes d'enfants, sont pas du tout les mêmes que ceux que j'avais il y a 10 ans. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas la même capacité à se concentrer. Ça dépend aussi des lieux, enfin, des écoles dans lesquelles, des différentes écoles dans lesquelles j'interviens. De l'âge aussi, c'est pas du tout la même chose. Mm. Ah ouais, complètement. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux sophrologues qui démarrent leur activité?
Oui, bien sûr. Alors, des conseils, je ne détiens pas évidemment la vérité absolue. En tout cas, ce que j'ai pu tester avec moi-même et que je teste avec toutes les sophrologues que j'accompagne, c'est que quand on sort de formation, on a tendance à se lancer très rapidement dans l'installation en cabinet et on passe pas forcément par les réflexions essentielles sur ce qu'on veut faire et comment on veut se positionner sur le marché, comment on veut être perçu. Je trouve que ça, c'est quand même une lacune qui reste encore très présente dans les formations aujourd'hui, c'est qu'on ne nous prépare pas assez à l'installation et surtout aux vraies questions de marketing, en tout cas de positionnement. Et là où on a échangé, hein, on se rejoint, c'est que pour moi, il est vraiment essentiel de se spécialiser, en tout cas de se nicher, d'afficher clairement qui on veut accompagner. Et je comprends que ça puisse faire peur. Parce qu'on a l'impression qu'on va fermer des portes. Et moi, j'ai eu exactement la même peur quand je me suis installée. Et j'ai la chance d'avoir eu les bons conseils à ce moment-là. J'étais accompagnée, j'étais dans une couveuse d'entreprise. Et la personne qui m'accompagnait me disait, mais Sophie, avec ton atelier là, tu tiens un truc, il faut que tu te spécialises dans les enfants, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je me rappelle avoir dit, oui, mais moi, je veux pas que des enfants en cabinet, je veux aussi des adultes. Bon, aujourd'hui, je suis quand même connue, notamment sur Marseille, enfin, là où je suis installée, puisque ça fait 10 ans. L'abus des émotions, ça commence à être très connu. On sait que je suis estampillée enfant, je veux dire, on le sait bien. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai autant d'adultes que d'enfants. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est n'ayez pas peur de vous fermer des portes. Quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Et le fait de choisir sa cible, ça fait que, par exemple, si vous vous spécialisez dans l'accompagnement des enfants, vous allez vous différencier des autres sophrologues qui vont s'afficher comme sophrologues adultes, ados, enfants et qui font de tout. Et la personne qui cherche, en tout cas le parent qui va chercher des solutions pour son enfant, il va aller de manière très naturelle vers celle qui affiche qu'elle accompagne les enfants. Donc ça veut dire que votre cœur de cible, vous l'aurez en affichant votre spécialité et pour autant, ça vous empêchera pas d'avoir les autres. Mais vous êtes sûr d'attirer votre cœur de cible. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de se poser la question de quelle émotion on veut faire passer. Et je pense que c'est important de se reconnecter à soi et de pas parler de la sophrologie quand on s'installe. Et c'est normal, on fait tout ça. Je suis sophrologue. Et d'ailleurs, je pense que celles qui m'écoutent l'ont déjà entendu. Quand on dit je suis sophrologue, je fais de la sophrologie, les gens disent c'est quoi ça? Les gens ne savent pas. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de parler de la transformation, de ce qu'on va apporter aux gens et non pas du comment on fait ça. C'est du pourquoi on le fait, quelle est notre histoire. Je parle beaucoup dans mes formations de storytelling, c'est-à-dire de parler de nous, de ce qui nous a amené à la sophro, quelles sont les histoires de l'histoire de notre vie, qu'est-ce qui fait, quels sont les marqueurs qui nous différencient aussi, qui font qu'on est authentique, et de partir de qui on est et de pas essayer de faire comme les autres, de pas essayer de faire la sophrologue, parce que finalement c'est ce que j'ai essayé de faire aussi au départ avec ma personnalité, ça collait pas du tout, et je me suis dit bah après tout, on peut être sophrologue et puis aussi être rigolote et puis aussi parler fort et parler rapidement et puis voilà, c'est-à-dire s'autoriser à être soi-même et donc, c'est de se dire, bah, quand on s'installe, tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par du branding notamment. Ça va être l'identité visuelle, les couleurs qu'on utilise, les mots qu'on va utiliser. Est-ce qu'on tutoie, vous voit, sur quel réseau on veut être présent, etc. Donc, je pense que toute cette réflexion-là, en amont, elle est hyper importante. Donc, savoir quel est son positionnement, quelle est son authenticité, et du coup, quelle émotion on veut laisser transparaître et quelle transformation on apporte à ses clients. Et le dernier conseil, ça serait d'essayer de se faire confiance. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, on a tous ce syndrome de l'imposteur. Et pour avoir accompagné plus de 4000 sophrologues, je sais qu'on a tout à un moment donné cette petite voix intérieure qui nous dit, non, mais j'ai encore besoin d'une formation, je suis pas encore tout à fait prête. Je sais que vous vous reconnaissez là derrière. Vous avez fait plein de formations et à chaque fois, vous dites, ouais, il me faut encore cette formation pour me sentir prête. Sachez qu'on n'est jamais prête. Alors, je parle au féminin parce que je sais qu'il y a plus de femmes, mais on n'est jamais prête. Il y a que à travers l'action qu'on arrive à avoir confiance en soi et à se perfectionner. Donc, moi, je dis toujours, quand j'entends quelqu'un me dire, oui, mais moi, je suis nulle en informatique, par exemple, je dis, oui, mais tu resteras toujours nulle si tu t'y mets pas. Et en fait, c'est lever ses croyances imitantes et simplement de se mettre le pied dans l'action. Et c'est une fois qu'on est dans l'action qu'on va réussir à s'améliorer. Effectivement, moi, peut-être qu'au départ, j'ai pas fait des séances superbes. Les premières fois, si on regarde mon compte Instagram, on remonte à toute première vidéo, mon tout premier reel, je pense que j'ai l'air ridicule et je fais des trucs. Mais j'étais parmi les premières à le faire, donc c'est OK. Et maintenant, j'arrive à faire des vidéos sans trop de difficultés. En tout cas, c'est ça, c'est d'essayer de se dire, OK, c'est à travers l'action que je vais passer et d'essayer de se faire confiance et de se lâcher la grappe un petit peu et de faire un peu comme on veut. C'est très inspirant ce que tu racontes, d'autant que la majorité des sophrologues que tu accompagnes et que nous aussi on accompagne avec Emmanuel,
souvent nous renvoient le fait qu'elles ont, je dis elles aussi, hein, elles ont choisi d'être sophrologues pour pratiquer la sophrologie et pas pour faire du marketing et pas pour faire du développement d'activité. Simplement, il me semble que dans les formations, ce qui manque aussi, c'est toute la partie développement d'entreprise. Parce que on n'est pas que sophrologue, on est aussi chef d'entreprise. Et si notre entreprise, on la met pas en avant, alors bien sûr, on n'est pas une grande marque de consommation, quelle qu'elle soit, mais si nous mettons pas en avant ce que nous allons, le produit que nous vendons, alors là, c'est pas un produit palpable, c'est plutôt un service avec ce que ça va apporter aux personnes. Bah, effectivement, les personnes ne viendront pas à nous, elles ne sauront pas parce que je te rejoins, hein, même si la sophrologie c'est démocratisé, il y a encore énormément de gens qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas concrètement ce que c'est, qui vont dire oui, ah oui, c'est de la relaxation, on s'allonge et on fait la sieste, ou ce genre de choses qu'on peut entendre assez souvent. C'est hyper vrai ce que tu dis. Et c'est marrant, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus où je dis qu'en fait, la sophrologue a oublié de mettre sa casquette d'entrepreneur et c'est avant tout ça qu'on est. Mm. C'est vrai qu'on arrive dans des métiers d'accompagnement et beaucoup de sophrologues que j'accompagne me disent, oui, mais moi, j'ai du mal à demander le paiement, j'ai du mal à faire payer mes séances. Et je crois qu'il faut pas oublier ça, c'est que on n'est pas dans le bénévolat, on fait une vraie activité. Moi, je déteste tout le vocabulaire bullshit en plus autour de ça, mes sophronisés, mes patients. Moi, pour moi, alors évidemment, sauf si on a d'autres métiers à côté qui font qu'on les appelle les patients, mais pour moi, ce sont des clients. J'ai aucun problème à les appeler mes clients. J'ai aucun problème à demander de l'argent pour mes prestations. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette posture aussi, ce mindset à changer, de se dire, on est une entreprise, on vend une prestation et on le fait du mieux qu'on peut. Et en tout cas, on sait que c'est un métier passion et que toutes celles qui sont arrivées à ce métier-là le font forcément avec le cœur. Donc, il faut se lâcher la grappe avec ça, encore une fois, et vraiment s'autoriser à gagner sa vie avec la sophrologie. Et c'est très important, les accompagnements que vous proposez, Emmanuel, ou mes accompagnements et certainement d'autres aussi, c'est que je pense que pour démocratiser la sophrologie, tu as raison, on en parle un peu plus, mais pas encore en bons termes. C'est-à-dire qu'il y a il y a pas longtemps, hein, il y a un article dans le Figaro qui est sorti, Figaro étudiant, qui parlait de spiritualité, de religion, d'ésotérique, de secte, etc. Alors oui, on a crié au scandale, mais je crois que c'est de notre responsabilité aussi de porter cette bonne image de ce qu'est la sophrologie. Et aujourd'hui, on se doit aussi d'être formé à communiquer sur ce métier à travers quelque chose de professionnel. Et moi, je suis désolée quand je fais des audits de sites ou de présence en ligne de sophrologue, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, je suis pas dans le jugement parce que justement, je suis là pour les aider. C'est que parfois, je vois des choses, je me dis, mais honnêtement, moi, je n'aurais pas envie de venir te voir, ça me rassure pas ce que je vois. Parce que c'est normal, elles savent pas faire. Mais du coup, elles ont beaucoup moins de difficultés à investir de l'argent dans des formations de pratique et non pas dans des formations stratégiques de marketing, d'accompagnement, de développement d'activité. Et je trouve que c'est tout aussi, voire plus important. Et donc, oui, je pense que c'est important de remettre vraiment l'accent sur la professionnalisation de notre activité et de mettre un peu plus d'énergie dans tout ça, de comment on transmet cette méthode. C'est d'autant plus important que si on peut pas, si on n'est pas connu, si on n'est pas reconnu, on peut pas pratiquer. Si on peut pas pratiquer, ben, on peut pas évoluer dans le métier et dans l'accompagnement des personnes. Mm. Exactement. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter dans ta pratique de sophrologue? Alors, c'est pas forcément rigolo, mais c'était très émouvant. Je me rappelle les premiers ateliers de la bulle des émotions que j'ai fait. J'avais une petite qui venait à mes ateliers, qui était extrêmement timide, qui venait avec son doudou, qui venait, elle avait sa tétine à l'époque parce qu'elle parlait pas et elle était tout le temps très introvertie. Elle faisait un exercice sur deux parce qu'elle osait pas trop. Et en fait, je l'ai vue au fur et à mesure évoluer, c'est-à-dire venir sans la sucette, commencer à parler, pas à voix audible pour tout le groupe, mais me parler à moi pour que moi je dise à voix haute. Elle m'autorisait à dire à voix haute ce qu'elle disait, parce qu'on a des temps de parole dans la bulle des émotions. Et vers la fin de l'année, elle a pris la parole, elle a parlé. Et il y a un enfant qui a pris la parole juste derrière et qui a dit moi, je voudrais juste dire que c'est génial et bravo Manon parce que t'es venue sans ton doudou, sans ta sucette et t'as parlé devant tout le monde et on est tous très fiers de toi. Et là, tous les enfants ont applaudi. Donc elle était hyper touchée. Et à la fin, j'ai raconté ça à la maman en disant, bah voilà, il s'est passé ça. Et la maman était en larmes en disant, mais c'est tellement bienveillant. Et c'est, voilà, c'est ça, c'est cette bulle de bienveillance dans les ateliers de la bulle, c'est qu'on essaie vraiment d'offrir
un espace-temps, dans un espace-lieu où l'enfant est libre d'être lui-même à son rythme et de s'ouvrir. Et on travaille beaucoup le vivre ensemble et la bienveillance aussi dans les ateliers. Et ça, c'était un super souvenir de voir cette petite s'ouvrir au fur et à mesure. C'est super. Moi j'aime beaucoup aussi voir l'évolution, alors des enfants, mais aussi des adultes, tout au long des différentes séances et de ce que concrètement la sophrologie apporte à l'individu dans ce qu'il est, pas forcément dans ce qu'il fait, mais plutôt dans ce qu'il est aussi. Alors ça se manifeste par le faire, mais c'est aussi par rapport à ce qu'il est. Et dans cette évolution ce qui est difficile à rapporter, ce qu'on ne peut pas mettre dans les études scientifiques ou qu'on peut difficilement rapporter, c'est effectivement le départ et l'arrivée. Parfois, entre le départ et l'arrivée, bah, il se passe 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est plus difficile à mettre en avant quand on parle de la sophrologie. Mais c'est toujours très, très, très chouette, je trouve. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu, moi à un moment donné dans les ateliers, on m'appelait la magicienne. Mais c'est un peu ça parce que la sophrologie, c'est un peu de la magie intérieure, hein. Il y a une transformation qui s'opère assez rapidement, malgré tout, hein. Et c'est vrai que c'est pour nous hyper. Enfin, moi, je suis toujours très émue de voir ces enfants grandir. Moi, mon leitmotiv, ce qui me motive à me lever tous les matins, c'est de faire des enfants de meilleurs adultes. Et donc, quand je les vois évoluer comme ça me fait extrêmement plaisir. Et tu as raison, les adultes, c'est pareil. Quand on voit qu'il est jamais trop tard. Parce que moi, souvent, j'ai les enfants et après, j'ai les parents parce qu'ils me disent, mais comme je vois les résultats avec ma fille, moi, j'aurais aimé avoir ça. Et je leur dis, il n'est pas trop tard. Et de voir comment on peut aider finalement les familles à mieux grandir ensemble et de favoriser le vivre ensemble. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est hyper important. Bah voilà, je trouve qu'on fait un chouette métier. Et il est jamais trop tard. Moi, j'ai des personnes sur mes collectifs adultes. Là, j'ai un groupe en journée, donc c'est essentiellement des petites mamies à la retraite, Mm. mais qui ont après pour la plupart plus de 70, 75 ans. Et je vois les transformations. Et c'est jamais trop tard, en fait. Jamais on a fini d'évoluer, on a fini de progresser et on peut toujours, même jusqu'à la fin, avancer, avoir conscience de certaines choses, changer certains comportements. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. C'est pour ça Mm. qu'on dit que la sophrologie, c'est de aller 3 à 108 ans. En tout cas, oui, la bulle des émotions, nous, quand on l'a créée pour les enfants de l'élémentaire, hein, primaire, donc 5 11 ans. Et très vite, on l'a développée pour les bouchous, les 2 4 ans. Ouais. On a ensuite développé les ateliers adultes parce que justement, les parents, en récupérant leurs enfants, nous disaient, mais nous aussi, on aimerait bien voir ces ateliers. Donc, on s'est dit, OK, on va le faire. Donc, on a fait pour les adultes. On a fait aussi en périnatalité aussi toutes les émotions des futures et jeunes mamans. Mhm. Et on a fait aussi, on a un module senior, on accompagne aussi des ateliers collectifs pour les seniors en maison de retraite, dans les EHPAD. Et moi, pour avoir animé plusieurs, c'est un public qui m'attirait pas du tout. J'avais pas envie. Un jour, la maison pour tous dans laquelle j'intervenais pour les enfants m'avait contacté en me disant, j'ai besoin d'un atelier pour les seniors, pour mes petites mamies. Est-ce que tu veux venir? J'ai dit, écoute, c'est l'occasion de tester mon déroulé. Je me suis éclatée. En fait, plus on vieillit, plus on redevient des enfants, je trouve. Et c'était génial. Les mamies étaient hyper heureuses. Et je trouve ça super, super important. Et pour finir, donc sur les modules de la bulle aussi, on forme aussi les enseignants. On a des modules sophropédagogie pour intervenir dans les écoles, auprès des enfants, auprès des enseignants. Donc, d'ailleurs, pour toutes les sophrologues hein, qui nous écouteront, sur le site de la bulle des émotions, il y a plein de ressources offertes. Si elles veulent télécharger, j'ai des guides gratuits sur comment mettre en place des ateliers, sur des protocoles d'accueil des émotions des enfants, sur aussi la digitalisation et comment développer son activité. Donc, en allant sur la bulle des émotions. Et puis, vous pourrez avoir plus d'informations sur tout ce qu'on propose sur les ateliers. Oui, on va mettre le lien de la bulle des émotions sous la vidéo, enfin sous le podcast pour que Mm. les gens puissent le télécharger et aller sur le site se renseigner. Mm. Avec plaisir. Avant qu'on se quitte, Sophie, même si tu l'as déjà quand même pas mal évoqué pendant toute l'interview, qu'est-ce qui, toi, euh, te motive particulièrement dans la pratique de la sophrologie, dans le fait de faire pratiquer ou de transmettre la sophrologie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bah, sans surprise, comme tu l'as dit, hein, ma vision, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est faire des enfants de meilleurs adultes. C'est vraiment ça qui me motive. Et ça, quelque part, cette vision-là, elle est nourrie par tout ce que j'entreprends. Et à chaque fois qu'on me propose de nouveaux projets, je m'interroge toujours avant de dire oui, de savoir est-ce que ça vient nourrir cette vision-là. La bulle des émotions, clairement, ça vient nourrir cette vision. Le fait d'être en cabinet, de faire des ateliers, ça vient nourrir cette vision. Le projet Mon Petit Morphée, écrire les méditations, ça venait nourrir cette vision. Aider les sophrologues à se digitaliser, ça vient nourrir cette vision. Pourquoi? Parce que ça permet à la sophrologie de se professionnaliser
personnaliser, donc d'améliorer son image et du coup de faire de la sophrologie une évidence pour tous et de permettre aux enfants d'aller vers la sophrologie. Donc ça vient nourrir ça aussi. Donc c'est vraiment ça qui motive, c'est faire des enfants de meilleurs adultes. Ok, super. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Un dernier mot, ouais, j'en ai un parce que c'est quelque chose, alors celles qui me connaissent le savent, je le dis tout le temps. Patience, persévérance, régularité. Ces trois derniers mots, c'est les trois mots qu'il ne faut jamais oublier. J'ai une petite image, je ne sais pas si certaines l'ont déjà vue ou l'ont en tête, je l'avais déjà partagée sur les réseaux. C'est une image de deux messieurs qui sont en sous-terre et qui ont une pioche comme ça et qui sont dans une mine et qui creusent pour avoir des diamants. Et il y en a un qui continue à creuser et il y en a un au même niveau qui fait demi-tour, sauf qu'on voit les diamants qui sont juste derrière. Et en fait, je trouve que souvent, ce qui fait la différence aussi entre celles qui réussissent et celles qui arrêtent, c'est la persévérance, la patience et la régularité. On a envie que tout arrive très vite. Il faut de la patience. On a envie que les choses viennent tout de suite. Non, il faut de la régularité, il faut semer des graines. Toutes les petites actions qu'on met, il faut les faire. Pas forcément à fond. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. C'est pas utile d'aller poster tous les jours, mais faites-le deux, trois fois par semaine régulièrement. Voilà, régularité, patience, persévérance, ne jamais laisser tomber et de ne pas avoir peur aussi d'aller bousculer les lignes, d'aller, je sais que le mot prospection, démarchage, ça fait peur, mais moi je dis toujours le non, vous l'avez déjà si vous faites rien, donc allez chercher un oui, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, les trois derniers mots, patience, persévérance, régularité. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes Avec plaisir, ces paroles inspirantes. avec plaisir. Beaucoup. Merci pour l'invitation.